interdit, on voit c'est interdit. C'est interdit d'être quelque chose de très fort d'avoir la ministre de la mer, de l'environnement et des transports qui accompagne notre manifestation. Le monde maritime, les gens de mer, cette fête est pour eux. Et pour terminer, avant de donner la parole à nos invités, je vais vous demander une seconde d'attention. Escale 7, c'est une manifestation qui est portée par 350 bénévoles, au-delà de tout clivage politique, religieux ou économique. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les bénévoles d'Escale 7. Merci. J'appelle maintenant le représentant de notre invité d'honneur, la culture catalane. C'est une longue histoire avec la Catalogne, une histoire de culture entre Catalogne et Occitanie, une histoire d'amitié avec le musée maritime de Barcelone et Escale 7. Nous avons réussi cette année à concrétiser un projet merveilleux, proposer aux grands voiliers de faire escale à Barcelone. La première édition a eu lieu cette année, la semaine dernière. Que la fête est traditionnelle. Je dois souligner que je garde bien le cortège qu'on vient de faire, un tiers, était formé par des volontaires catalans venus de Barcelone, de Badalona, de Palamós, d'Arenys, de l'Escale. Peut-être que j'oublie quelqu'un, mais tout le monde est mon cœur. Joie pour moi de vous souhaiter la bienvenue sur ce port de Sète, un port régional qui appartient à la région depuis 2007 et sur lequel la région a beaucoup investi aux côtés de l'EPR et des investisseurs privés. Ce port qui aujourd'hui regroupe le commerce, la pêche et la plaisance et que vous, les Sétois, vous avez nous et à Catalogne, de vous proposer une minute de silence. En hommage aux victimes des derniers attentats perpétrés en Belgique. Plus que jamais, rappelons-nous la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité. L'accueil que vous avez su nous réserver. Monsieur le maire, merci de vos propos. Ça me permettra d'abréger les miens. Vous avez fait un brassage historique, culturel de cette ville-là, avec sa capacité d'accueil, de brassage, de diversité qui nous est si chère. Mesdames et messieurs les représentants du monde consulaire,
Et pour vous souhaiter la bienvenue dans la nouvelle région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. C'est un honneur bien sûr, mais un plaisir. Très ému, il a raison de l'être. Et je voudrais après lui en effet remercier l'ensemble des bénévoles. Je sais qu'une fête comme celle-ci, c'est un travail considérable. Ce sont des mois et des mois de préparation. Et toutes celles et ceux qui sont ici, finalement, par leur présence aussi, remercient toutes celles et ceux qui ont travaillé nuit et jour pour vous donner le bonheur d'être ensemble pendant ces escales à 7. Pourquoi il y a une mutation comme ça des poissons? Eh bien, on se rend compte que c'est la chaîne du vivant. Et même l'être humain fait partie de cette chaîne du vivant. Et lorsqu'il y a moins de plancton à manger dans la Méditerranée, à ce moment-là, les sardines, elles concentrent leur énergie pour survivre, pour se reproduire et plus pour grandir. Et donc ces connaissances scientifiques nous apprennent que ce patrimoine très fragile qu'est la Méditerranée, il doit être protégé. Protégé contre deux menaces. D'abord les pollutions, puisque tout ce qui arrive à la Méditerranée, même très en avant, en amont des terres, pollue finalement la mer. Et quand un sac plastique est jeté, même à 200 km d'ici, il finit dans la mer. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que l'ensemble des déchets qui sont produits à l'échelle de la planète finissent dans les océans et finissent dans la mer. Et c'est tous ensemble parce que nous ne l'oublierons jamais. Merci de votre présence.
bien, c'était sympa. Un peu long. Ah oui, mais on était aujourd'hui, on était vraiment défoncés. Et c'est vrai. Alors on dit on est bien à 7. On est bien à 7. Non, À 2 même. à 2. On est bien à 2. Venez la caméra. Regardez, regardez. Montrez les sous, montrez les sous. On est bien à 7, c'est bon, c'est pas cher. On est bien à 7. Vous avez bien mangé à 7. On a bien mangé, regardez. Venez ici, venez jouer. Voilà. Des gens sympas et c'est la fête au village à 7. Venez, la caméra, venez. C'est bon? On est bien à 7. Mangez. Mangez, enlevez les lunettes. On est bien à 7. On va faire des C'est la caméra, souriez, vous êtes filmés. On est bien à 7. Je dis à toi, c'est une chanson, toi l'Auvergnat, qui sans passant m'a donné un bout de pain. Contre ma vie de fer, ce n'était rien qu'un bout de pain, débarré sur feuille de On applaudissez, on applaudit. Alors, dès que je me réveille et que t'aperçois chaque fois le soleil me saute dans les bras et qui me dit à l'oreille que je n'aime que toi, mon amour, mon seul amour. Oui, qu'elles sont jolies, les filles de Montpellier. Laï. Bravo. On applaudit. Et voilà, travail fini. Vous représentez les marins-pompiers de Marseille. Donc que font les marins-pompiers de Marseille à Escalacet? Bonjour, en effet, le bataillon de marins-pompiers de Marseille a été invité par la Marine nationale pour participer à cette grande manifestation à Escalacet. Donc nous sommes arrivés avec un camion podium recrutement. Nous avons également des secouristes avec nous pour prodiguer des séances de gestes qui sauvent et des formations de gestes qui sauvent. Et nous avons également un canot de sauvetage que nous appelons léger pour faire du sauvetage en mer, des démonstrations de sauvetage en mer. Donc toutes ces démonstrations jalonnent les journées jusqu'à lundi et nous sommes là pour montrer notre savoir-faire et pour expliquer aux gens très concrètement comment s'engager au bataillon de marins-pompiers de Marseille qui est, je le rappelle, une unité militaire. Donc des interventions, vous en faites combien par an ? Alors, je vais plutôt vous répondre par jour parce que je pense que c'est plus significatif. Nous sommes à 300 interventions jour. Nous avons au bataillon des centres d'incendie et de secours que nous pouvons appeler plus communément casernes. Nous en avons 16 qui sont répartis dans les quartiers sud et nord en 2 groupements. Groupement sud, groupement nord, 8 par groupement. Et nous avons un délai d'intervention de 10 minutes. Donc quel effectif pour faire tout ça ? Alors nous sommes 2400 au sein du bataillon, mais cet effectif-là comprend les marins-pompiers purs et durs, si je puis dire, qui sont au nombre de 1900. Et les autres constituent tout ce qui est la logistique, le soutien, les services, mais comme moi par exemple, service communication, plutôt organique on va dire. Mais les marins-pompiers sont 1900 à intervenir sur le territoire marseillais. Nous sommes également implantés à Port-de-Bouc et à Marignane sur l'aéroport. Alors pour faire venir les jeunes signés aux marins-pompiers, qu'est-ce que vous leur diriez ? Eh bien, je leur dirais que c'est une unité bien entendu magnifique puisque j'y suis depuis 18 ans et que, pour tout vous dire, je découvre encore et toujours de très belles choses. Je leur dirais que c'est militaire et qu'il y a un esprit de corps, de solidarité que l'on retrouve justement dans les armées. Je leur dirais également que c'est un métier formidable parce qu'il y a des ouvertures incroyables. Juste pour information, le bataillon dispose de 6 sections opérationnelles spécialisées, dont notamment le sauvetage, le grimpe, qui est donc le secours, ce qu'on appelait à l'époque le secours en rocher, l'alpinisme si je puis dire. Nous avons les risques technologiques, nous avons le sauvetage des blêments, voilà, nous en avons
plusieurs, donc chacun va pouvoir trouver son avantage et trouver j'allais dire, pouvoir réaliser sa passion tout en faisant un métier qui en fait n'est pas un métier, c'est vraiment une vocation. Et il faut quel âge, quelle tranche d'âge pour le recrutement? Alors pour le recrutement, bien entendu, il faut être majeur. De préférence, non pas de préférence en fait, il faut impérativement maintenant avoir son permis de conduire. Et puis ensuite satisfaire bien entendu aux tests sportifs et psychologiques. Alors là, on va avoir une démonstration. Oui. Alors la démonstration que nous vous proposons et qui va débuter dans quelques minutes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le sauvetage en mer. Donc elle va être réalisée par nos plongeurs du bataillon qui font partie de la section opérationnelle spécialisée aquatique. Donc. Le scénario, vous allez voir 3 victimes entre guillemets qui sont des marins-pompiers, donc bien sûr il n'y a aucun risque. 3 victimes qui vont sauter du bateau. Le scénario en fait figure des gens dans les calanques de Marseille, parce que nous y intervenons très régulièrement, des gens qui ont dévissé, qui ont décroché et que nous allons secourir par voie maritime. Alors, ce que vous allez voir et ce que vous pouvez d'ores et déjà constater, puisque ça va commencer, c'est ce que nous intervenons là avec ce qu'on appelle un CSL, qui est un canot de sauvetage léger, donc pour aller récupérer la victime, avec plusieurs techniques que vous pourrez découvrir au fur et à mesure. Et ensuite, alors en fonction... Il y a plusieurs méthodes de sauvetage, effectivement. Il y a une méthode, on va dire, traditionnelle, on va aller chercher une victime qui se retrouve dans l'eau, toute seule, donc on va aller la chercher avec la bouée tube, la première manip qu'on a fait avec la bouée jaune. Après il y a une autre technique qu'on va faire, c'est aller chercher une victime qui sera soit bloquée dans les rochers, soit dans un endroit où on ne va pas pouvoir aller la chercher soit avec l'embarcation directement ou soit par la terre. Donc on va envoyer une victime qui elle va être tenue par un filet, la deuxième manœuvre qu'on a faite après. On va aller sécuriser la victime sur les rochers. Et pour pouvoir l'extraire du milieu périlleux où elle se trouve, on va l'éjecter à l'eau avec nous, en sécurité. On va la sortir du danger et après on va la faire monter sur le bateau. Alors bien sûr, là, les conditions étaient quand même relativement bonnes, l'eau est calme, les victimes étaient en pleine santé. Tout à fait. Donc ça ne doit pas être tout le temps le cas. Ah non, c'est jamais le cas. De toute façon, quand on intervient, c'est généralement dans des grosses conditions. Quand la mer est démontée, quand les gens ne peuvent pas être secourus par les moyens traditionnels. Et alors nous, on va aller intervenir sur l'eau pour aller les chercher. Là, effectivement, comme on a vu aujourd'hui, c'est des sauveteurs en mer qui font victime, donc ils connaissent le métier, ils savent ce qui va se passer. Une victime, elle, quand on va aller la chercher en réelle intervention, soit elle sera inconsciente et là on aura moins de soucis pour travailler, soit elle sera consciente et elle sera forcément paniquée, parce que le milieu aquatique, c'est pas un milieu dans lequel on se sent bien. La plupart des personnes en milieu aquatique n'est pas bien, donc elle va être en état de stress et nous on a des techniques pour aller la chercher, pour la sécuriser et la remonter en toute sécurité sur le bateau. Très bien, merci beaucoup. C'est avec plaisir. Qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui? Alors actuellement, aujourd'hui, on est en train de faire une formation de masse qui s'appelle Appeler, masser, défibrer, où on apprend aux gens à pouvoir faire réagir face à un arrêt cardiaque et mettre en place un défibrillateur. Donc ce sont des gestes très utiles, puisque actuellement, on sait qu'à peu près en France, il y a entre 40 000 et 50 000 morts d'arrêt cardiaque par an. Et à partir de là, donc, on sensibilise les personnes pour pouvoir faire la formation et agir rapidement face au risque qu'est l'arrêt cardiaque. Une formation aussi courte permet d'être complètement opérationnel. Bien sûr, tout à fait. Il faut savoir que les gens sont très réactifs, donc à partir de là, ils apprennent rapidement et on est sur des gestes de base. Donc en attendant les secours, ces gestes-là sont primordiaux pour pouvoir sauver des vies, surtout sur des personnes qui sont dont le cœur est désynchronisé, qu'on appelle donc la fibrillation ventriculaire. Donc voilà, à partir de là, le massage plus la mise en place du défibrillateur sont des facteurs énormes pour pouvoir sauver des vies. Et des défibrillateurs, on en trouve partout maintenant? Alors effectivement, on en trouve dans des lieux, dans les lieux publics, lorsque les mairies mettent en place dans les bâtiments municipaux. On en trouve aussi dans des lieux privés tels que les différents hypermarchés. Mais on en a aussi bien sûr dans les métros, on en a dans les gares. Donc ça se démocratise de petit à petit, mais pas encore assez vite. Et quand il n'y en a pas, il y a des gestes quand même à faire? Alors quand il n'y en a pas, effectivement, on reste sur le massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours, parce qu'effectivement, on pallie au problème cardiaque, c'est-à-dire qu'on remplace le cœur. Et c'est vraiment très important si effectivement on n'a pas de défibrillateur à côté. Mais je redis encore une fois,
les deux actions sont primordiales pour pouvoir sauver des vies, effectivement. Donc ça serait très intéressant d'en avoir de plus en plus et que les gens savent s'en servir, bien sûr. Voilà. Très bien, on va regarder la démonstration. Je vous remercie. Merci. Serrez-moi la main. Serrez-moi la main. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Alors commandant, que fait un chasseur de mines à escale à 7? Alors le chasseur de mines Lyre effectivement est en escale à 7 depuis hier matin dans le cadre de la manifestation Escale à 7 qui est une grande manifestation maritime où la marine dans la mesure du possible participe et souhaite être présente. Alors un chasseur de mines, son nom l'indique, il chasse des mines. Alors des mines, il y en a beaucoup. Oui, malheureusement il y en a encore beaucoup et heureusement pour nous. Effectivement il y a à peu près seulement une vingtaine de mines et d'engins explosifs immergés lors de la Seconde Guerre mondiale qui sont encore à traiter. Donc essentiellement on les approche et donc effectivement notre travail consiste à les détecter, à les localiser et à les traiter. C'est vrai que c'est pas celui qui vient d'habitude. Alors effectivement la ville de Sète est parrainée par Naviso, l'ancien vaisseau Jacoubet, qui malheureusement n'a pas pu venir dans le cadre de cette manifestation puisqu'il est parti en mission. Donc c'est bien le chasseur de mines Lyre qui était désigné pour le remplacer. Alors un chasseur de mines est comme un autre chasseur de mines ou il y en a de tailles différentes Alors les chasseurs de mines, donc ce chasseur de mines effectivement fait partie de la classe des chasseurs de mines tripartites. Donc tripartite puisque c'est un projet qui a été conçu par 3 nations, donc là, évidemment la France, la Belgique et les Pays-Bas. Donc au total la France en possède 11, 8 sont basés à Brest et 3 sont basés à Toulon. Donc la Lyre étant des 3 bâtiments, des 3 chasseurs de mines basés à Toulon. Alors un équipage de combien de personnes? Un équipage de 45 personnes. Hommes et femmes? Hommes et femmes tout à fait, puisqu'il y a 3 femmes à bord du chasseur de mines Lyre. Ah oui, là, en infériorité, mais pas en responsabilité. Pas du tout, pas du tout. Très bien, bah, écoutez, merci, on va visiter merci un beaucoup. petit peu le bateau. Avec plaisir. Et on va le montrer à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci. La passerelle du chasseur de mines Lyre. Donc le chasseur de mines Lyre qui est un chasseur de mines qui mesure 51 mètres de long à 700 tonnes, qui a 2 types de propulsion, donc une propulsion classique diesel et une propulsion électrique, propulsion auxiliaire, qu'on emploie lorsqu'on est en chasse aux mines. Donc la passerelle qui est ici, donc en conduite normale, il y a 3 personnes, donc le chef du quart qui est en charge de la navigation, il y a le barreur qui gouverne le bateau, et un opérateur qui agit directement sur les commandes du bateau, qui est en relation aussi avec le central d'opération où se conduit la mission. Voilà. Et donc le fauteuil dans lequel je suis, le fauteuil du commandant. Donc vous ne pas vous? Je peux piloter, mais c'est pas dans le cadre de mes fonctions. D'accord. En fait, le rôle du commandant, c'est quoi alors exactement? Puisque s'il pilote pas, s'il touche à rien. Alors le commandant effectivement il est responsable de la bonne exécution de la conduite de la mission. Donc effectivement j'ai des ordres qui me viennent de mes chefs et donc je suis garante je dois m'assurer que ces ordres sont bien exécutés et donc je suis responsable de la conduite de la mission. Donc, en dessous j'ai toute une équipe parce que c'est une réussite collective, c'est tout l'équipage qui travaille justement dans le cadre de la mission. J'ai un central opération où le cœur des opérations est conduit. Valeurs de la marine. Alors, honneur, patrie, valeur et discipline, donc 4 valeurs fondamentales que l'on retrouve sur tous les bâtiments, sur toutes les passerelles de la marine. 4 plaques en laiton qui sont positionnées généralement à l'avant. Autopropulsées, qui obéissent au joli nom de pape. Donc il y en a 2 à bord, une charge qui fait à peu près 700 kg, qui nous permettent d'identifier, de localiser et de contreminer aussi les engins explosifs. Donc il dispose d'une caméra qui est sur l'avant. Donc l'engin est filoguidé, donc on a une recopie de l'image directement au central d'opération qui nous permet d'avoir une visualisation de ce qu'on peut observer au fond. Il y a également en dessous une petite charge qui peut être active ou pas. Donc il s'agit juste d'identifier, on s'en sert en fait comme caméra, ça permet de lester le poisson. Et quand on doit contreminer, on peut mettre en place une charge en dessous
qu'on viendra déposer à proximité de l'engin et qu'on contreminera à distance depuis le bateau. Et bien sûr, tout ça, vous le commandez de la passerelle. Depuis le central opération. Ce que vous appelez la passerelle. Voilà, c'est ça. Alors nous sommes avec Laurence et Raphaël qui sont des Sétois d'origine et qui sont sur Escale 7 avec des activités spécifiques chacun. Alors Laurence, qu'est-ce que tu as fait sur Escale 7? Alors moi, en tant que bénévole d'Escale 7, je me suis occupée d'organiser les opérations qu'on avait avec notre premier partenaire privé, le groupe Suez, qui tourne autour d'un pilier qu'on appelle Escale Bleue, pour la défense de l'écologie dans le monde maritime. Et cette année, on a organisé un cycle de conférences pendant 4 jours, ouverts au public, avec 4 thématiques principales. La première, la plaisance. La deuxième, la biodiversité. La troisième, l'économie maritime et ce qu'on appelle aujourd'hui la croissance bleue. Et en dernier lieu, un focus sur la lutte contre la plastification des océans, avec des intervenants qui sont venus de toute la France et même de l'étranger, représentant les professions. On a eu d'ailleurs même en soirée nos amis les pêcheurs qui sont venus nous parler. On a eu les représentants du monde maritime, président du cluster maritime français par exemple, président de l'Institut français de la mer, beaucoup de gens, des scientifiques, de l'Ifremer et d'autres organismes de recherche. Et puis on a eu le plaisir d'accueillir Patrick Dexon de l'association 7e continent, un aventurier un peu fou qui va au milieu des océans pour faire constater au grand public que les poissons, hélas aujourd'hui, mangent du plastique et qu'il faut qu'on lutte contre ça pour nous tous, pour les poissons d'abord et pour nous qui, à la fin, mangeons ces bons poissons. Alors, on a appris par le ministre de la Mer ce matin que du plastique, il y en avait, que ça représentait une superficie incroyable. Grande comme l'Europe. Grande comme l'Europe. Grande comme l'Europe. Je reprends les propos de Madame Royal, grande comme l'Europe. Donc c'est impressionnant quand même. Comment on peut arriver à éradiquer ça? Alors, c'est des solutions qui se trouvent à plusieurs niveaux. Le premier, c'est de sensibiliser le public, parce que cette pollution, elle vient essentiellement de la terre. Et là, aujourd'hui, il y a des lois pour nous interdire de faire nos courses avec des sacs en plastique. C'est un bon exemple de ce que seront des comportements citoyens demain. Une bonne avancée. Une bonne avancée. Là, par exemple, sur la conférence 7e continent de l'après-midi, les conférenciers avaient choisi que ce ne soit que des primaires. Donc ce sont des petits gamins de 8, 9, 10 ans qui sont venus comprendre ce problème, qui avec leur innocence et leur candeur ont posé des questions. Mais ce sera une manière que les citoyens qu'ils seront demain aient acquis de bons réflexes. Donc on attend beaucoup des nouvelles générations. Alors on attend de ça du citoyen, après on attend aussi des organismes de recherche de trouver les explications et de mettre en avant l'impact terrible que ça peut avoir. Et puis de groupes comme Suez qui s'investissent terriblement dans ce combat-là, de trouver après des solutions techniques pour éliminer cette pollution et peut-être d'ailleurs la recycler. Et il y a eu beaucoup d'échanges formels ou informels pour dire que peut-être ces plastiques, on en a parlé avec Raphaël et le monsieur du 7e continent hier, peut-être ces plastiques, il y a aussi voilà, une économie à trouver pour les repêcher, les recycler. Et si la conscience citoyenne rejoint l'économie et l'écologie, on a Raphaël, vous êtes pêcheur? Alors moi je suis pêcheur, je suis armateur, j'ai plusieurs bateaux. Je travaille sur le thon rouge, sur le chalutage en Méditerranée, je travaille sur l'Afrique, l'assistance aux gros thoniers océaniques. Ça c'est ma vocation primaire. L'incidence, je suis représentant professionnel. Nous, pêcheurs, ne la maîtrisons pas, mais au niveau du consommateur, on ne sait pas si le poisson mange du plastique, l'effet qu'a le plastique carrément sur l'espèce. Mais bon, c'est pas bon de savoir quand on sait qu'il y a du plastique dans la mer qui navigue. C'est pas bon qu'il navigue sans savoir où il va et qu'il le consomme, ou s'il va sur le fond, c'est une forme de pollution. Et de la pêche, il y a autant de poissons actuellement que ce qu'il y en avait il y a 10 ans, il y a 20 ans, où on sent que la pêche, bon, il y a une dizaine d'années, il y a eu il ne faut pas se cacher, il y a eu de la surpêche. Les pêcheurs sont des professionnels, ils vivent de la pêche, donc surproduction, les pêcheurs ont su se limiter, parce qu'il faut savoir que la Méditerranée, bon, en l'occurrence, les pêcheurs que je représente, ils sortent à 3 h du matin, ils rentrent à 4 h de l'après-midi, ils ne sortent pas le week-end, donc ce n'est pas une pêche intensive. Donc il y a eu les règlements communautaires qui sont venus par-dessus,
Donc il y a eu une diminution des jours de mer. Donc c'est une pêche régulée. Et oui, c'est une pêche régulée. Et donc les espèces continuent Les espèces continuent. Donc, on a maintenant quelques petits problèmes au niveau de poissons qui ne grossissent pas. Des sardines notamment. Voilà, des sardines, comme l'exprimait notre ministre de l'écologie, des sardines, alors, qui est dû au plancton. Bon. Les pêcheurs ne sont pas responsables du plancton. Donc les pêcheurs ne sont pas le grand chapeau que peut porter certains combats. Aujourd'hui, le pêcheur, c'est un gars qui se lève le matin, qui va pêcher son poisson. S'il n'y en a pas et qu'il est petit, ce n'est pas de sa responsabilité. Le pêcheur, ce n'est pas un homme politique. Donc il ne veut pas faire porter la responsabilité aux uns ou aux autres. Mais il faut savoir que s'il y a un problème de nutrition au niveau du poisson, ça ne l'incombe pas. Et il ne faut pas lui faire porter que c'est la surpêche, parce qu'il y a de la surpêche qu'il n'y a pas du poisson. Donc on sent une action concertée. Oui, et moi je voudrais préciser quelque chose que Raphaël ne dit pas et qui est tout à son honneur et à tous les gens qui représentent, c'est pour revenir sur le plastique à 7, le port de 7 et les pêcheurs ont organisé ensemble, tu m'arrêtes Raphaël si j'ai une bêtise, que ce plastique qu'ils trouvent dans leur filet, ils le trient, il est ramené à terre. Oui, ils pas ont que le prévu. plastique, Pas que le plastique. Tout ce qui est pêché par les chalutiers de 7 est ramené à 7. Bon, avec le port, on a une organisation, il y a une benne où on remet tous les déchets qui sont pris en mer, ils sont ramenés à terre. Que ce soit du plastique, du bois, de la conserve, de la ferraille, tout ce qu'on trouve. Ça signifie qu'eux-mêmes sont acteurs de la préservation de leur environnement. Naturellement, comme il l'a dit, ce sont des gens responsables. Très bien, merci beaucoup.